Hello, guys. Welcome to Smart Intellectual Knowledgeable African. I'm Philippe Sika. This episode is in French. Dans cet épisode, qui fait part de la série d'épisodes consacrés à l'analyse du coup d'État au Gabon, nous allons maintenant, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet, qui est ici de procéder à cette analyse qui nous permettra de dire si oui ou non le coup d'État au Gabon mérite d'être acclamé ou devrait plutôt être une source de réflexion profonde pour la classe politique africaine, mais également pour la communauté internationale dans son ensemble. Alors, dans un premier temps, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce qu'un coup d'État? Cette question peut paraître banale, mais c'est une question fondamentale, dans la mesure où la définition que nous allons apporter au coup d'État nous permettra de savoir si cet événement est un événement qui fait part de l'évolution ou de la vie politique ou la vie démocratique dans, dans un État ou dans une république. Alors, dans une démocratie qui se respecte, il existe des mécanismes ou des modes d'accession au pouvoir. Et il existe également des modes de sortie du pouvoir ou des modes de fin d'exercice du pouvoir. Et dans les mécanismes d'accession au pouvoir, l'un des mécanismes les plus connus, les plus populaires, lorsque l'on se situe dans la démocratie, il s'agit tout simplement des élections présidentielles. Dans une démocratie, pour accéder à la magistrature suprême, pour devenir président d'une république, il faut principalement passer par des élections. Ça, c'est le mode le plus connu. En dehors de ce mode, il existe également des modes aléatoires ou des modes secondaires. Je ne vais pas tous les citer, mais je vous donnerai un autre exemple. Le deuxième mode d'accession au pouvoir dans une démocratie, c'est en cas de vacance du pouvoir. Alors, qu'est-ce que la vacance du pouvoir? La vacance du pouvoir, c'est tout simplement lorsque le chef de l'État, le président de la République, démocratiquement élu, pendant l'exercice de ses fonctions, est victime d'une impossibilité physique, morale, intellectuelle, d'une impossibilité que vous pouvez qualifier comme vous l'entendez, qui l'empêche d'exercer ses fonctions de président de la République. Dans ce cas, selon la constitution des pays, il est prévu que le pouvoir soit transféré à la deuxième personne dans l'ordre de succession ou dans l'ordre de l'exercice du pouvoir de souveraineté et du pouvoir de diriger un État. Alors, dans certains États ou dans certaines républiques, le numéro 2, appelé à la succession en cas de vacance de pouvoir, est soit le vice-président, soit le président du Sénat, soit le président de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont les premiers points que nous devons retenir en ce qui concerne les mécanismes ou les modes d'accession au pouvoir dans une démocratie. Qu'en est-il des modes de fin d'exercice du pouvoir, ou si vous préférez, des modes de sortie de pouvoir? Alors, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Et ce parallélisme des formes veut tout simplement dire comme on est entré, comme on sortira. Alors, si je me permets de reformuler, cela veut tout simplement dire que le mécanisme ou le mode ou la voie par laquelle l'on a obtenu l'exercice du pouvoir sera la même voie par laquelle l'on sera emmené à remettre ce pouvoir à son successeur. Et naturellement, dans une démocratie, l'autre mécanisme de sortie de pouvoir, c'est encore les élections. Donc vous verrez ici que dans une démocratie, les élections ont ce caractère duel.
Premièrement, elles vous permettent d'accéder au pouvoir, mais elles vous permettent également de ne plus être en mesure d'exercer ce pouvoir si vous veniez à perdre les élections présidentielles. Vous verrez donc que dans une démocratie qui se respecte, dans toutes les démocraties au niveau international, dans aucune constitution, il est prévu un mécanisme qui s'appelle le coup d'État. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que le coup d'État? Si le coup d'État n'est pas prévu par la Constitution, si le coup d'État n'est pas prévu dans le régime démocratique, dans ce cas, qu'est-ce qu'un coup d'État? Pourquoi voyons-nous des coups d'État dans certains pays, dans certaines régions, à travers le monde? Alors, les coups d'État, il faut savoir, ce sont des anomalies. Les coups d'État sont des anomalies politiques. Les coups d'État sont des anomalies au bon fonctionnement d'une république, au bon fonctionnement du système démocratique d'une bonne république. Toutes les fois qu'il y a un coup d'État, partant de la définition que je viens de partager avec vous, partant des mécanismes ou des modes d'entrée et de sortie du pouvoir, les coups d'État sont des anomalies. En aucun cas, les coups d'État n'ont été prévus ou ne sont prévus en avance, en amont ou en aval dans une constitution, dans la constitution d'une république. Bien entendu, je parle ici de républiques qui ont adopté la démocratie. Alors, c'est le premier élément et c'est vraiment le premier point qu'il faut retenir lorsque l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un coup d'État. Le coup d'État, c'est une anomalie. Mais en plus d'être une anomalie, qu'est-ce que le coup d'État? Quel est le deuxième élément encore qui nous permet de caractériser une situation comme un coup d'État? Eh bien, le deuxième élément ici qui nous permet de caractériser une situation comme un coup d'État, c'est que dans le coup d'État, le pouvoir qui était exercé par les civils est transféré automatiquement entre les mains des autorités militaires. Et donc c'est un deuxième critère très important. Ce coup d'État est transféré entre les mains des autorités militaires. Les civils ne sont plus au contrôle de la gestion des affaires de l'État. Cette prérogative devient désormais l'apanage des autorités militaires. Il n'y a absolument plus de civils à la tête de l'État. Au moins, je pourrais dire que le président de la République n'est plus un civil. Le président de la République devient un militaire et les militaires se voient donc impliqués dans les décisions importantes, dans les décisions clés relatives à la gestion de la vie de l'État. Alors ça, c'est le deuxième élément qu'il faudrait savoir. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé au Gabon, malheureusement, c'est à cette conclusion que l'on arrive. Donc nous voyons premièrement que le coup d'État au Gabon est une anomalie et deuxièmement, le pouvoir qui était entre les mains des civils a été transféré aux mains des autorités militaires. Alors ça, c'est vraiment la petite introduction à cette analyse critique. Maintenant, la question de savoir si ce coup d'État doit être acclamé ou bien ou pas. Alors, le premier élément ici, c'est que ce coup d'État était prévisible. Alors, il faut savoir que ce coup d'État était prévisible et je vais vous ramener aux 2 épisodes précédents dans lesquels j'ai pris la peine de vous dresser le contexte politique au Gabon, notamment en m'appuyant sur l'état des différentes successions au niveau des présidents de la République depuis les années de l'indépendance jusqu'à 2009, peut-être voire jusqu'à 2023. Et deuxièmement, je vous ai également parlé du multipartisme au Gabon, de la situation du multipartisme. Est-ce que nous étions dans un multipartisme voulu? Est-ce que nous étions dans un multipartisme vrai? J'ai essayé de répondre à ces questions. Donc, je vous renvoie à ces 2 précédents épisodes afin de vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que la première conclusion que je tire, c'est celle de vous dire que ce coup d'État était prévisible. Alors, pourquoi est-ce qu'il était prévisible? Premièrement, Monsieur Ali Bongo n'est pas Monsieur Omar Bongo. Et je vais vous dire pourquoi. En 1967, après la mort de Léon Mba, qui était le premier président démocratiquement élu au Gabon, son successeur a été Feu Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba est resté au pouvoir pendant plus de 40 ans.
Et à sa mort, son fils, Monsieur Ali Bongo Ondimba, lui a succédé. Alors, la nuance ici est très importante, elle est très subtile et c'est justement le cœur de l'analyse. Contrairement à Monsieur Ali Bongo, Monsieur Omar Bongo n'a pas hérité du pouvoir à cause du droit du sang. Monsieur Omar Bongo n'a pas hérité du pouvoir politique au Gabon à cause du droit du sang, à cause du droit de paternité ou à cause du droit de filiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, après la mort de Léon Mba, Monsieur Omar Bongo n'avait aucun lien de parenté avec Monsieur Léon Mba. Ce n'était ni le premier fils de Léon Mba, ce n'était ni son cousin, ce n'était pas quelqu'un de sa famille. Et donc, même si son élection aurait pu être controversée, et quand je parle de controverse ici, je parle de l'élection de M. Omar Bongo. Alors même si à l'époque, dans les années 67, l'élection de M. Omar Bongo aurait pu être controversée, on peut lui reconnaître le mérite d'avoir été présenté au peuple gabonais en tant que un choix nouveau, un visage nouveau, un choix différent, qui n'avait donc aucune affiliation familiale ou sanguine avec le président sortant. Okay? Ce qui n'est pas le cas pour monsieur, ou ce qui n'est pas le cas pour monsieur Ali Bongo. En 2009, après la mort de monsieur Omar Bongo, monsieur Ali Bongo accède au pouvoir premièrement en raison du droit de filiation, en raison du droit de sang. Il est coopté, il est pressenti, il est mis en avant par le PDG tout simplement en sa qualité de fils aîné de Monsieur Omar Bongo. Ce qui veut dire que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Il n'a pas eu le temps de montrer de quoi il était capable du point de vue technique. En tant que technocrate, en tant que politicien, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Il a été à la place qu'il a occupée, premièrement et essentiellement à cause de sa filiation avec le défunt président. Et ça, c'est un élément très important. C'est un élément très important dans la mesure où, pour ceux qui ont lu le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, ce brillant auteur, ce brillant philosophe et stratège politique italien nous expliquait la différence entre les principes. Alors, les principes à l'époque, c'était des États. Et il expliquait la différence selon que le souverain d'un État est venu au pouvoir soit de façon légitime, soit a hérité du pouvoir, soit a obtenu le pouvoir par la force, par la violence ou par le résultat d'alliances. Et donc, tous ces différents modes d'accession au pouvoir produisent des conséquences qui peuvent parfois être visibles à court terme ou qui le sont à moyen ou à long terme. Alors, donc, c'est vraiment le premier élément, la première raison qui explique le coup d'État au Gabon, qui explique le fait que ce coup d'État était prévisible. Monsieur Ali Bongo n'était pas Monsieur Omar Bongo. Le deuxième élément qui nous permet de dire que ce coup d'État était prévisible, eh bien, se situe au niveau des générations. Dans les années 60, lorsque le défunt Omar Bongo accédait au pouvoir, les générations qu'il avait à gouverner n'étaient pas forcément les mêmes ou n'étaient pas forcément comparables à celles d'aujourd'hui. Celles que M. Ali Bongo a eu à gouverner pendant près de 14 ans, un peu plus de 14 ans. Où se situe la différence? Alors, la première différence se situe au niveau du nombre. Dans les années 60, nous étions dans un contexte où le taux d'accroissement de la population n'était pas le même que celui qu'on a aujourd'hui au Gabon. Le taux d'urbanisation également dans le pays n'était pas aussi important que celui que nous avons aujourd'hui. Le pourcentage de personnes qui avaient
accès à l'éducation n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Dans les années 60, quand bien même il existait des personnes éduquées, l'on pourrait être tenté de dire que nous n'étions pas dans un contexte de compétition, de challenge intellectuel aigu, contrairement à celui dans lequel nous sommes depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans ou un jeune de 25 ans est déjà titulaire d'un master, voire de 2 masters. Vous avez des citoyens gabonais qui sont aujourd'hui titulaires de doctorats avant leurs 30 ans, avant l'âge de 28 ans. Vous avez aujourd'hui une floraison de technocrates gabonais, de talents gabonais au niveau international, au niveau national, qui ont étudié dans les meilleures écoles, qui sont aptes et qui sont capables de pouvoir travailler, gérer, gouverner, diriger leur pays, contribuer de façon active à la vie politique, à la vie économique et à la vie sociale. Ce qui n'était pas le cas, ou ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 60. Si vous regardez les statistiques, vous verrez que dans une famille, dans les années 60, dans une famille de 5 personnes, vous aviez au moins une personne qui était éduquée. Et vous en aviez au maximum peut-être 2 qui étaient capables ou qui avaient un diplôme supérieur à celui du BEPC ou du baccalauréat, par exemple. Aujourd'hui, dans des familles modernes, des familles à revenus moyens au Gabon, sur 5 personnes, vous avez au moins 3 personnes qui sont éduquées. Et vous avez même, dans le meilleur des scénarios, vous avez 5 enfants sur 5 qui sont tous éduqués et qui ont au moins accès à l'éducation minimum, à l'éducation de base. Et donc, ce sont des indicateurs, ce sont des facteurs qui sont très déterminants également dans l'analyse du contexte politique. Les générations ne sont pas les mêmes. Et les générations n'étant pas les mêmes, les risques d'opposition également ne sont pas les mêmes. Les risques d'altercation avec le pouvoir en place ne sont pas les mêmes. Nous nous retrouvons dans un scénario où il y a une demande de technocrates, mais il y a peu de personnes formées à ces métiers. Et dans un contexte pareil, on n'a pas vraiment d'autre choix que de faire avec ceux qui sont disponibles. Et ce genre de contexte aussi sont des contextes qui sont favorables au développement, à l'hégémonie d'une classe sociale et d'une caste politique afin de lui permettre d'asseoir son autorité, d'asseoir son pouvoir et de pouvoir étendre son contrôle, ce qui a été le cas dans les années 60. Et donc, on est dans une situation où même si en face, vous aviez des personnes qui pouvaient prétendre à la magistrature suprême, en termes de compétences, en termes de qualité, est-ce que ces personnes avaient nécessairement les aptitudes intellectuelles, les aptitudes techniques, les aptitudes intellectuelles pour pouvoir accéder à ces postes de décision, à ces postes clés au niveau de l'État? Contrairement à aujourd'hui, en 2009, où vous avez des personnes aujourd'hui très bien formées. Pour conclure donc cette analyse, nous devons retenir ici que le coup d'État au Gabon était prévisible, premièrement parce que M. Ali Bongo n'était pas Omar Bongo pour les raisons évoquées plus haut, et deuxièmement parce que les Gabonais de 2023 ne sont pas les Gabonais des années 60. Beaucoup de facteurs ont
impacté les mentalités, les attentes de ce peuple, et tous ces facteurs mis ensemble ont conduit à cet événement qui était quelque peu prévisible. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a été la source de perspectives nouvelles. Restez connectés. La suite de cette analyse sera disponible dans l'épisode 7, qui sera la conclusion à cette série de podcasts dédiés au coup d'État au Gabon. Merci d'écouter Smart Intellectual Knowledgeable African, le podcast où les fortes idées préconçues rencontrent des perspectives puissantes. Merci et à tout de suite.